Bonjour. Cette capsule va parler de la dépression et des troubles anxieux. Premièrement, qu'est-ce que la dépression? Une personne victime de dépression ressent les émotions négatives plus intensément et plus longtemps que la majorité des gens. De plus, elle a du mal à maîtriser ses émotions et elle peut avoir l'impression que sa vie se limite à une souffrance constante. La personne dépressive a de la difficulté à remplir ses obligations professionnelles, familiales et sociales. Il existe différentes formes de dépression. Voici les moins graves. Il y a la dépression saisonnière. Celle-ci se manifeste par la présence de symptômes qui reviennent toujours à la même période de l'année. Il ne faut pas la confondre avec la déprime saisonnière à l'approche d'un hiver morne et froid. Pour dire que c'est une dépression saisonnière, il faut qu'il n'y ait pas eu d'épisode dépressif durant les 2 hivers précédents. Elle est due à la baisse de luminosité et à un cumul des troubles dépressifs. Généralement, elle dure tout l'hiver et s'estompe au printemps. Mais un suivi psychologique doit être établi dès le début des symptômes. La luminothérapie est souvent proposée pour résoudre les problèmes de cette dépression. Il y a aussi la dysthymie. Elle est plus un trouble de l'humeur qu'une dépression. C'est une dépression chronique qui est d'intensité moindre. La personne atteinte aura une humeur maussade pendant au moins 2 ans, mais les autres symptômes seront moins intenses. Elle aura aussi une lassitude constante. En revanche, ça ne paralyse pas sa vie, même si elle est malheureuse. Voici maintenant les dépressions spécifiques. Il y a la dépression postpartum ou postnatale, communément appelée baby blues. Elle apparaît dans les 4 à 8 semaines après l'accouchement. Les symptômes peuvent être présents pendant les 6 mois suivant son accouchement. Avec le temps, elle peut devenir une véritable dépression. 10 à 15 des mères en sont affectées. Elle est due aux changements hormonaux causés par la grossesse et aux nouvelles responsabilités qui incombent à la jeune mère. Il y a également la dépression professionnelle, aussi appelée burn-out. Elle est due à un excès de stress et de pression au quotidien dans l'exercice d'un travail. Lorsque ça arrive, il faut se remettre en cause afin de trouver la source du stress, comme la hiérarchie, le poste, les collègues et le domaine d'activité. Ensuite, il faut trouver un moyen d'y remédier. La dernière dépression spécifique est celle due à une maladie. Certaines pathologies, comme le diabète, la maladie de Parkinson, la mononucléose, l'anorexie ou un handicap physique, peuvent entraîner une dépression nerveuse. Elle peut aussi être due à la maladie elle-même, qui a un impact direct ou indirect sur le cerveau, ou bien aux conséquences de cette maladie qui sont mentalement dures à vivre. L'alcool ou la drogue peut également conduire à une dépression nerveuse. Voilà maintenant les formes de dépression sévère. Il y a la dépression bipolaire ou maniaco-dépressive. Il s'agit d'un trouble de l'humeur caractérisé par des épisodes alternant entre euphorie et dépressif. Elle se remarque facilement à cause des humeurs très dissemblables, alternant entre l'humeur normale et anormale, comme la surexcitation, l'hyperactivité, la colère, l'hystérie et la mélancolie intense. Elle est sévère et alarmante car elle implique souvent une tentative de suicide. C'est pourquoi elle est suivie de près par un spécialiste. Un autre type de dépression est la dépression majeure. Elle se manifeste par la présence de symptômes pendant au moins 2 semaines qui affectent beaucoup le fonctionnement général de la personne. Elle se caractérise par une lassitude extrême vis-à-vis de tout, une perte des envies, un abandon des activités habituelles, un complexe d'infériorité, une remise en question de ses capacités et des pensées suicidaires répétées, en plus des symptômes communs. La dernière forme de dépression sévère est la dépression atypique. Comme son nom l'indique, ces symptômes sont atypiques. Contrairement à l'état dépressif connu, il va énormément dormir et manger et être trop actif. Il est capable de vivre en société sans éveiller l'inquiétude dans son entourage. Elle s'identifie donc très mal, que ce soit par les dépressifs ou par l'entourage. Il existe encore d'autres formes de dépression qui ne sont pas catégorisées. Il y a la dépression réactionnelle, qui est un trouble fréquent. Celui-ci est déclenché par un événement de vie particulier, comme le décès d'un proche, une séparation conjugale ou une perte de l'emploi. Il y a aussi la dépression endogène. On la définit par une humeur dépressive vitale, une perte de l'intérêt et du plaisir, une absence de réactivité émotionnelle, un ralentissement psychomoteur ou une agitation, l'anorexie, l'amaigrissement, la perte de libido et des signes de dérégulation des rythmes biologiques. Le terme endogène n'est plus utilisé, mais cette classification se rapporte à des états dépressifs qui semblent naître à l'intérieur de la personne. Il y a également la dépression névrotique. C'est un ensemble regroupant des symptômes d'intensité souvent, ou en général, mineurs ou bien modérés, qui sont sensibles à des facteurs environnementaux. Elle se développe en général sur Internet personnalité dite névrotique. Les événements de vie y jouent un rôle. De plus,
Il y a la dépression de la personne âgée. Les changements auxquels elle doit faire face, comme la mort d'un conjoint ou des problèmes de santé, peuvent causer une dépression, en particulier chez ceux qui n'ont pas une famille solide. Elle ne fait cependant pas nécessairement partie de la vieillesse. La plupart des personnes âgées sont satisfaites de leur vie. Le dernier que j'ai trouvé est la dépression masquée. Il s'agit d'une forme clinique de maladie dépressive se manifestant par des plaintes et des symptômes somatiques ou des abcès psychocomportementaux autres que manifestement dépressifs. Le diagnostic est possible à condition de savoir identifier les éléments dépressifs sous-jacents aux symptômes les plus évidents. Voilà donc les symptômes physiques de la dépression. La fatigue, le manque ou la perte d'énergie ou une grande agitation. Les problèmes de sommeil, donc la personne dort trop ou pas assez. Une diminution ou une augmentation de l'appétit pouvant entraîner un gain ou une perte de poids. Une diminution ou une perte de l'intérêt sexuel et l'apparition de malaises tels que des maux de tête, des douleurs au dos ou à l'estomac. Voici maintenant les symptômes psychologiques de la dépression. Une grande tristesse, une importante perte d'intérêt pour les activités professionnelles, sociales et familiales, un sentiment de culpabilité ou d'échec et une diminution de l'estime de soi, de la difficulté à se concentrer sur une tâche ou à prendre des décisions, des pensées suicidaires, une perte de plaisir, d'intérêt et de motivation, des pensées négatives, une tendance à voir tout en noir, du pessimisme et un manque d'espoir pour l'avenir. Voilà les traitements pour la dépression. La personne atteinte peut suivre une psychothérapie. Elle peut également prendre des médicaments, comme des antidépresseurs, qui rétablissent l'équilibre chimique du cerveau. Ils diminuent également l'intensité des symptômes physiques et ils agissent sur les émotions, la mémoire et la concentration. Une personne dépressive peut combiner les deux traitements. Voici les facteurs de risque. La dépression n'a pas tout le temps qu'une seule cause. La majorité du temps, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui entraînent l'apparition des symptômes. Voici les facteurs individuels. L'hérédité, n'avoir déjà eu ou être atteint d'autres maladies, comme les troubles anxieux, de l'arthrite, des maladies cardiovasculaires, le cancer, la maladie de Parkinson, des maladies pulmonaires ou d'autres maladies chroniques. Il y a aussi des facteurs sociaux, comme la présence de facteurs de stress dans la vie de la personne, tels que le décès d'un proche ou la perte d'un emploi. Il y a également des facteurs environnementaux, comme la consommation abusive d'alcool, la consommation de drogue ou une dépendance à ces substances. C'est tout pour la dépression. Voyons donc ce que sont les troubles anxieux. Ressentir un peu d'anxiété est tout à fait normal. L'anxiété nous protège et nous aide à faire face à une situation inquiétante, voire dangereuse. C'est normal d'en ressentir lorsqu'on vit un changement important, comme un mariage ou un divorce. C'est aussi normal d'en éprouver la veille d'un examen ou lors d'une entrevue d'emploi ou même au moment d'épreuves sportives. Dans ces cas, l'anxiété est liée à des événements particuliers et disparaît après. En revanche, l'anxiété devient un problème si elle ne disparaît pas quand la situation préoccupante est passée, quand elle occasionne un niveau de détresse important, quand elle n'est liée à aucun événement de la vie, donc elle apparaît sans raison, quand elle préoccupe continuellement la personne et quand elle empêche la personne de fonctionner et d'agir normalement au travail, en société ou dans d'autres domaines de la vie quotidienne. Voici les différentes formes d'anxiété. Les phobies spécifiques et sociales, les troubles obsessionnels compulsifs, TOC, le trouble d'anxiété généralisée, TAG, les crises d'angoisse ou attaques de panique ou les troubles paniques, et l'état de stress post-traumatique. Une phobie, c'est une peur irrationnelle. La phobie spécifique, c'est une peur intense et irraisonnée qui est déclenchée par un objet, un animal, ce qui est le plus fréquent, le sang ou les injections qui entraînent une réaction physique, ou une situation comme les transports publics et les endroits clos. La phobie sociale se manifeste par une peur des rapports sociaux et des situations de performance qui conduisent à des comportements d'évitement, ce qui la distingue du trac et de la timidité. Les personnes atteintes de cette phobie ont peur du regard des autres. Les premiers symptômes apparaissent avant l'âge de 25 ans. L'agoraphobie se manifeste par la peur de ne pas pouvoir trouver aide et sécurité dans un lieu s'il arrivait quelque chose. Voici la description du trouble obsessionnel compulsif. Le TOC correspond à la présence d'idées obsédantes et de comportements compulsifs associés à une anxiété importante. Le TOC se développe lentement. Les premiers symptômes apparaissent entre 6 et 15 ans chez les hommes et entre 20 et 29 ans chez les femmes. Environ 2,5 % de la population serait touchée par ce trouble.
Les obsessions sont des pensées, des impulsions ou des images intrusives récurrentes et persistantes qui s'imposent à la personne et entraînent des émotions négatives telles que la détresse. Voilà maintenant le trouble d'anxiété généralisée. Le TAC correspond à un état d'inquiétude constante, difficilement contrôlable et accompagné de divers symptômes physiques. Ce trouble touche 4 à 7 de la population et il est fréquent chez la personne âgée. Le TAG est difficile à distinguer, à diagnostiquer, car les symptômes sont très diffus et l'anxiété peu spécifique. Il se définit par la présence chronique de soucis incontrôlables pour des motifs banals. La moindre contrariété est exagérément grossie et l'avenir est envisagé avec pessimisme. Les personnes atteintes voient toujours le pire pour eux ou pour leurs proches. Les enfants peuvent aussi en souffrir. Elles se rapportent sur leur performance scolaire et sportive. Les enfants vont être à la recherche permanente d'une réassurance de leurs parents ou de leurs professeurs sur leurs capacités. Voici la description d'une crise d'angoisse, aussi appelée attaque de panique. Elle débute généralement par un malaise et une peur intense ou terreur, caractérisée par un sentiment de catastrophe imminente, comme la mort, l'évanouissement, la perte de contrôle ou la folie. La crise d'angoisse atteint son pic en moins de 10 minutes. En associant à cette peur ingérable des symptômes physiques comme des palpitations, une douleur ou une gêne thoracique, une sensation d'étouffement, de la transpiration, des tremblements, des bouffées de chaleur et des vertiges. Ces symptômes disparaissent rapidement, en quelques minutes, voire dizaines de minutes, et ils laissent place à une intense fatigue et un sentiment de honte de s'être donné en spectacle. Le trouble panique est une répétition d'attaques de panique dont la survenue est imprévisible. Il faut 4 attaques de panique en 4 semaines pour porter le diagnostic de trouble panique. L'état de stress post-traumatique fait suite à l'exposition à un facteur de stress traumatique extrême et correspond à la réviviscence de cet événement traumatique associé à des symptômes de stress aigu et conduisant à des comportements d'évitement. Il peut se développer chez une personne victime ou témoin d'un événement violent. La personne va revivre cet événement par des souvenirs, des rêves ou des flashbacks. Ces événements ont généralement été vécus avec une peur intense ou un sentiment d'impuissance. Les symptômes apparaissent généralement quelques jours, quelques mois, voire plusieurs années après l'événement traumatisant. Voici les symptômes des troubles anxieux. Fatigue, troubles du sommeil, maux de tête, étourdissement, vertige, impression d'évanouissement imminent, nausées, diarrhée ou inconfort abdominal, palpitations cardiaques ou accélération du rythme cardiaque, sensation d'étouffement ou d'étranglement, transpiration excessive, bouffée de chaleur ou au contraire des frissons, pression sanguine élevée, tremblement ou secousse musculaire, parfois généralisée à tout le corps. Serrement et douleur à la poitrine, sentiment d'irréalité ou de perte de contrôle, engourdissement ou picotement, difficulté à se concentrer, sentiment d'inquiétude et peur de mourir. Voilà les traitements des troubles anxieux. Dans la majorité des cas, ça se traite par des autosoins, de l'éducation psychologique en groupe, une intervention, une psychothérapie ou de la médication. Il y a des antidépresseurs conçus pour combattre la dépression. Mais pour les troubles anxieux, ils servent à diminuer les symptômes de l'anxiété et aider à rétablir l'équilibre chimique du cerveau, donc les émotions, la mémoire et la concentration. Il y a également les anxiolytiques, qui sont conçus pour diminuer les symptômes de l'anxiété, le stress et favoriser le bon sommeil. Les somnifères, qui favorisent le sommeil, et les tranquillisants qui réduisent les symptômes physiques dus au stress, sont des symptômes anxiolytiques. Une personne atteinte de troubles anxieux peut combiner certains traitements. Voici finalement les facteurs de risque. Il n'y a pas de cause unique. Une combinaison de plusieurs facteurs amène l'apparition des symptômes. Voici ces facteurs. L'hérédité, une vulnérabilité biologique, certains problèmes de santé comme les maladies respiratoires ou l'hyperthyroïdie, qui est une maladie des glandes thyroïdes qui produit une trop grande quantité d'hormones. L'abus ou la consommation de certaines substances comme la caféine, l'alcool ou certaines drogues stimulantes comme la cocaïne et les amphétamines. La privation de caféine, drogue ou alcool dans le cas de personnes en processus de sevrage. La présence de facteurs de stress dans la vie de la personne. Ces facteurs peuvent être liés à son environnement familial, social ou professionnel. Et le tempérament de la personne, qui peut par exemple avoir une faible estime d'elle-même ou de la difficulté à s'adapter aux différentes situations de la vie. La prochaine capsule sera sur la schizophrénie. Bye!